Expert financier junior à l'Observatoire de la qualité des services financiers, spécialisé dans la finance digitale et le marché financier. Habib Diallo est l'invité d'e-tech ce dimanche sur e-Radio. Quel regard sur la consécration de Wave comme établissement de monnaie électronique? Quelle incidence sur la marche du secteur au Sénégal? Est-ce une belle avancée dans la rude concurrence avec Orange Finance Mobile Sénégal? Comment comprendre la situation actuelle de Wari? Comment sauver le géant? Un temps du transfert d'argent avec quel rôle des acteurs? Le nanocrédit digitalisé est-il une bonne nouvelle? C'est un Habib Diallo à cœur ouvert sur les grosses questions de l'heure que vous retrouverez ce dimanche 24 avril 2022 sur e-Radio après les éditions de 7h et de 12h e-tech, l'émission de Monde qui change présentée par Ousmane Gueye. Bonjour à tous, bonjour Habib Diallo. Bonjour Monsieur Gueye, merci de m'avoir convié pour cette interview sur la technologie. C'est moi qui vous remercie pour avoir accepté notre invitation. Merci de nous rendre visite sur e-Radio en ce dernier dimanche du mois d'avril. Vous êtes donc expert financier junior à l'Observatoire de la qualité des services financiers depuis 2019 avec un focus sur la finance digitale et le marché financier, plus précisément la bourse. Depuis 2022, depuis très récemment donc, vous êtes aussi chef de projet du programme Green Banking Africa Sénégal qui a pour objectif de promouvoir la finance verte, notamment en partenariat avec la coopération allemande. Trader financier de formation ayant des expériences diverses dans les secteurs des télécoms, de la finance d'entreprise, de la finance de marché, dans l'agriculture. Vous avez démarré votre carrière à la CBAO en passant par le cabinet d'expertise comptable KPMG, puis CGF Bourse, la société de gestion et d'intermédiation. Merci donc de passer dans e-tech ce dimanche pour la première fois. J'aimerais bien, Habib Diallo, qu'on démarre par la plus récente des actualités, Wave, qui devient un établissement de monnaie électronique. Dans un premier temps, pour l'auditeur, qu'est-ce que cela signifie? Comment on devrait accueillir une telle nouvelle? Bonjour à tous, je pense que c'est une excellente nouvelle parce que Wave est présent sur le marché depuis plus de 5 ans. Wave était auparavant une fintech, ça veut dire une société financière utilisant la technologie. Mais elle passait par une banque auparavant qui est la banque UBA pour pouvoir faire ses services financiers. La fintech aujourd'hui est devenue émetteur de monnaie électronique. Cela veut dire qu'elle peut émettre de la monnaie électronique car elle a reçu l'agrément de la Banque centrale. Donc c'est une très bonne nouvelle parce qu'aujourd'hui ça permet d'accroître l'inclusion financière, ça permet également aux couches vulnérables ou les couches qui n'étaient pas incluses financièrement d'être inclus non seulement financièrement mais socialement. Cela aura un impact également sur le marché parce que nous allons bientôt voir beaucoup de produits se développer, des produits de deuxième génération, puisque les produits qu'on a connus, notamment de première génération, étaient normalement le fait de pouvoir payer les factures Orange, etc. avec Wave. C'était très basique. C'était très basique, voilà, le transfert d'argent pour rappel. Donc maintenant, on va certainement voir, en tout cas, surgir d'autres produits de deuxième génération, comme le nanocrédit, nous l'espérons, la micro-épargne. Et aussi un peu l'interopérabilité, ça veut dire aujourd'hui on pourra avoir son argent sur un portefeuille, un wallet Wave et pouvoir le transférer sur son compte bancaire. Pour le moment c'est disponible sur UBA, mais nous espérons très prochainement que ce sera disponible pour l'ensemble des banques. Donc c'est vraiment une opportunité aujourd'hui pour Wave. Et je pense que c'est tout un gain pour les usagers des services financiers d'avoir aujourd'hui Wave comme une entité agréée émetteur de monnaie électronique. Wave qui n'a pas boudé son plaisir pour vanter un peu cette bonne nouvelle. Qu'est-ce que ça demande comme critère pour accéder à ce niveau quand on parle de monnaie électronique? La réglementation de la Banque centrale sous l'instruction numéro 15 dit que pour émettre de la monnaie électronique, il faut un partenaire technique et un partenaire financier. Donc on va dire que le partenaire aujourd'hui technique était Wave parce que Wave maîtrise la technologie sur laquelle elle travaille, qui est notamment la blockchain et d'autres types de technologies. Et son partenaire financier était la banque. Donc ça nécessite également ce partenariat avec un opérateur financier et un montant minimal de départ de 300 millions. Donc c'est ce qui est dans la réglementation et à partir de là, voilà, proposer des services et produits qui sont vraiment adaptés aux populations mais aussi qui respectent la réglementation.
Oui, et dans la guéguerre avec Orange Money, Orange Digital, Orange Finance Mobile Sénégal, l'établissement financier, la filiale un peu du groupe Sonatel, dans cette guéguerre-là, qu'est-ce que ce nouveau développement concernant Wave vient changer dans la concurrence un peu entre les deux? De ce qu'on peut dire entre la concurrence pour les deux, on peut dire que c'est une opportunité aujourd'hui pour le consommateur final. Parce que le consommateur final, aujourd'hui, non seulement voit les prix baisser, et je pense que ça permet d'inclure financièrement beaucoup de gens. Et je vais dire que bon, c'est vraiment profitable pour le consommateur final de voir les prix baisser, et je pense que ça leur permet non seulement d'avoir beaucoup plus de produits et services, mais de pouvoir faire beaucoup plus d'opérations. Donc c'est très bénéfique pour les usagers des services financiers, cette concurrence, on va dire. Je ne vais pas l'appeler guéguerre, mais c'est le jeu de la concurrence, et chaque entité a sa politique commerciale. Oui, un autre acteur dont le nom démarre par W, c'est Wari, qui a été le géant du secteur, disons même le pionnier d'une certaine façon. Aujourd'hui, on n'en a plus de nouvelles. Dernièrement, quelqu'un de très connu dans l'écosystème de FinTech a publié par exemple des photos en ligne disant que certains des bureaux de Wave, de Wari, pardon, sont devenus maintenant des salles de classe. Mais on a l'impression que ce n'est pas un problème national, la chute entre guillemets de Wari. Pour rappel, Wari est un opérateur de transfert d'argent et qui permettait aux usagers des services financiers de régler des factures entre autres, et de faire surtout beaucoup de transferts d'argent. Mais notamment, ce que nous constatons, c'est que Wari est en train de suivre une procédure de retrait de son agrément. C'est ce qu'on peut dire pour le moment par rapport à Wari. Et ça veut dire quoi, procédure de retrait? Ça veut concrètement dire qu'aujourd'hui, Wari est dans une procédure de retrait de son agrément. Ça veut dire qu'elle ne pourra plus exercer son activité de transfert d'argent ou autre service. Ce qu'on appelle exactement procédure de retrait d'agrément. Oui, et comment est-ce qu'on peut comprendre ce changement presque inattendu de situation? Est-ce qu'il faut invoquer des arguments liés un peu à l'évolution technologique? Est-ce que c'est un problème de business model, de modèle économique en français? C'est quoi le problème exactement avec Wari? Juste pour comprendre, juste pour aider un peu à la compréhension de l'auditeur. Je pense que cette question est plus destinée à Wari, mais en tant que... Oui, mais vous êtes un observateur avant tout, Habib Diallo. Oui, en tant qu'observateur de l'écosystème, il faut dire globalement que les évolutions technologiques sont très rapides. Les mutations technologiques se font de jour en jour partout dans le monde, pas seulement au Sénégal. Et il faut s'adapter, il faut avoir aussi une capacité d'adaptation de son business model. Donc en réalité, lorsqu'on observe le marché, le marché c'est un marché de libre concurrence. Aujourd'hui, n'importe quelle société de fintech ou d'émetteur de monnaie électronique fait face à un risque technologique. Ça veut dire qu'il faut s'adapter à sa clientèle. Et ça, je pense que ça équivaut à toutes les sociétés qui évoluent dans la tech. Oui, et vous pensez que les autres acteurs, si c'est un problème d'adaptation à la révolution en cours, pensez que la leçon a été suffisamment apprise chez les autres? Je pense que les entrepreneurs qui sont dans la technologie savent et font le travail tous les jours de s'adapter et d'apprendre, parce que la technologie c'est un secteur qui va très 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 vite. Donc je pense que c'est un marché libre, c'est un marché qui est ouvert à tous. Il faut juste avoir un bon business model et puis savoir s'adapter à sa clientèle. Je pense que ça équivaut à toutes les entreprises. Aujourd'hui, je pense que toutes les entreprises au monde et tous les entrepreneurs sont vraiment éligibles s'ils veulent vraiment rentrer dans ce secteur d'activité. C'est vraiment bénéfique aujourd'hui pour l'Observatoire de la qualité des services financiers qui promouvoit l'inclusion financière, de voir des sociétés technologiques ou des sociétés innovantes qui ont pour mission vraiment d'accroître l'inclusion financière. Oui, tout comme ça doit peut-être constituer une préoccupation pour l'Observatoire de la qualité des services financiers, le vôtre, de voir aujourd'hui un géant des services financiers digitaux chuter, entre guillemets, en tous les cas connaître de réelles difficultés. D'un point de vue étatique, qu'est-ce qui devrait être fait? Est-ce que c'est prévu d'ailleurs?
Ce que je peux dire, c'est que pour rappel, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'Observatoire de la qualité des services financiers, l'Observatoire de la qualité des services financiers a été créé en 2009. On est sous tutelle du ministère des Finances et du Budget. On a pour mission de promouvoir l'inclusion financière. Nous avons également en charge par la Banque centrale d'un programme d'éducation financière, notamment qui prévoit en tout cas d'accompagner l'écosystème, les acteurs, les populations dans une vulgarisation de masse des services financiers numériques et également un service de médiation financière. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait que les acteurs disparaissent et viennent, je pense que c'est le libre jeu de la concurrence. Honnêtement, je pense qu'en réalité, nous sommes là pour promouvoir l'inclusion financière. Nous faisons en tout cas, dans nos missions pour encourager ces acteurs-là, car ils rentrent dans notre mission d'inclusion financière. Aujourd'hui, je pense que l'Observatoire est prêt à accompagner, à encadrer, à donner des conseils à tout l'écosystème, en fait, parce qu'on est à équidistance, que ce soit des usagers des services financiers dont on doit protéger, des acteurs. Donc je pense vraiment que l'Observatoire, en tout cas, a une mission de promotion du cadre financier et nous faisons notre maximum aujourd'hui pour pouvoir promouvoir ce secteur. On y reviendra, et notamment dans le cadre un peu de l'exécution de vos missions. Il y a quelque temps, vous avez entrepris en tant qu'observatoire une médiation entre opérateurs de transfert d'argent et prestataires. Qu'est-ce qui a résulté un peu de ces échanges? Pour faire une contextualisation, les populations se sont réveillées un jour et ont vu dans l'actualité beaucoup de gens sortir et manifester. Et cette manifestation, c'était essentiellement les prestataires des services financiers. Donc les prestataires des services financiers travaillent avec Orange Finance Mobile, qui est émetteur de monnaie électronique, et auparavant Wave, qui était une fintech, qui est devenue aujourd'hui également un émetteur de monnaie électronique. Alors il y avait certainement un problème de commissionnement dont les prestataires tels que Resata et Asapta ont vu leur commission baisser. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui ces prestataires ont manifesté. Et ce qui a amené aujourd'hui l'Observatoire à saisir ce dossier en tant que... Ils n'ont pas que manifesté, ils ont décidé unilatéralement de fixer un certain montant pour les commissions. C'est ça en réalité. Exactement, les prestataires ont imposé sur le marché des tarifications qu'ont supporté directement les usagers des services financiers, raison pour laquelle l'Observatoire a initié dans le dispositif de la médiation financière de réunir les acteurs. Donc c'était Orange Finance Mobile et Wave qui sont venus nous voir à l'Observatoire et on a tenté de faire une médiation financière. Cette médiation financière a fait l'objet d'un mémorandum qui a été soumis au ministère des Finances et au budget, mais relativement... Il dort dans les tiroirs, le mémorandum en question? Il ne dort pas dans les tiroirs, car... Il est où? Car il a ramené des résultats très très positifs, car on a apaisé d'abord les tensions parce qu'il y avait un problème de communication entre les acteurs. Ensuite, on a levé plusieurs équivoques qu'il y avait entre les prestataires et les opérateurs. Vous tardez à en parler de l'impact chez les usagers. L'impact viendra parce qu'il faut vraiment contextualiser la médiation. Parce que la médiation, on a eu une démarche inclusive en réunissant les acteurs, les prestataires et les associations de consommateurs pour qu'eux aussi donnent leur avis. Et il y a eu également une meilleure compréhension de la part des usagers et des prestataires sur les enjeux. D'abord, pour les prestataires, nous les avons, dans le mémorandum, émis plusieurs recommandations, telles qu'une diversification de leur activité pour pouvoir supporter leurs charges, car ils nous ont dit que leurs charges, du fait du changement du marché, ont fait qu'ils n'étaient plus rentables. Nous avons émis certaines recommandations qui, aujourd'hui, permettent à ces prestataires de diversifier leur activité et d'être rentables. Vous pouvez détailler un peu les recommandations? Les recommandations aujourd'hui qu'on a données, notamment aux prestataires, c'est qu'aujourd'hui le prestataire avait une seule activité, c'est-à-dire d'être intermédiaire entre l'opérateur et l'usager. Aujourd'hui, je donne un exemple, qui est un prestataire qui a son kiosque et qui faisait une seule activité, peut aujourd'hui faire du transfert d'argent en mettant par exemple d'autres opérateurs.
peut faire une activité telle que la papeterie, donc d'autres activités. Et sous toutes ces activités-là... Mais ça, il le savait. Autrement dit, vos recommandations, c'est pas extraordinaire. Bon, ça c'est vous qui le dites, mais en réalité aujourd'hui il y a beaucoup de prestataires aujourd'hui qui... Mais ce que vous dites, Habib Diallo, ça quand même tous les Sénégalais le savent. On sait très bien qu'à côté de la monnaie électronique, on peut faire autre chose dans sa boutique, dans son kiosque. C'est évident. C'est évident peut-être pour vous, mais c'est pas évident pour les populations. Ah bon? C'est peut-être pas évident pour les populations. Aujourd'hui, beaucoup de prestataires, c'est pas forcément des gens qui sont allés à l'école, raison pour laquelle on fait de l'éducation financière. Je pense que si c'était évident, il l'aurait déjà fait. Donc je pense que rien n'est évident, rien n'est jamais acquis. C'est toujours lors d'un échange qu'on peut avoir de nouvelles idées. Et je pense que c'est en ce sens qu'aujourd'hui les prestataires, en tout cas, essayent de diversifier leur activité et ça leur permet de faire face à leur charge d'exploitation. Parce que la problématique de ces prestataires, c'est que nous ne supportons plus nos charges d'exploitation. Et il y a eu cette recommandation, en tout cas, entre autres, qui a vraiment éveillé beaucoup de choses chez les prestataires. Mais nous, observatoires, dans notre mission, nous avons aussi une mission de protéger les consommateurs. Donc, dans cette médiation, aujourd'hui, le client final était heureux. Ça veut dire qu'il a vu ses prix baisser. Donc, le prestataire, nous avons vraiment émis plusieurs recommandations aux prestataires et je pense que ces recommandations-là aideront vraiment les prestataires à poursuivre leur activité parce que depuis là, je ne pense pas que vous ayez revu les prestataires aujourd'hui manifester. Donc il y a toujours une négociation qui se fait entre les prestataires et les opérateurs. Les prestataires négocient toujours avec les opérateurs des services financiers numériques. Et également à cela aussi s'ajoute une précision que j'aimerais faire aux populations. Il y a un contrat commercial qui existe entre les prestataires et les opérateurs. Et je pense que dans ces contrats commerciaux, il y a toujours une clause qui dit, entre les parties, qui dit que si le prestataire n'est pas d'accord sur les prix, il peut tout de suite ne pas signer le contrat ou refuter le contrat. Et je pense que c'est une affaire de politique commerciale et d'un contrat entre deux opérateurs. Et je pense que ça, c'est l'observatoire, en tout cas, les encadre. Mais je pense que c'est un contrat entre deux acteurs, quoi. En deux privés, comme on dit. Entre deux privés. Oui, mais toujours est-il que, vous l'avez dit, il y a des clauses, il y a des règles bien connues des acteurs comme vous, par exemple, à l'Observatoire de la qualité des services financiers. Mais comment on peut comprendre qu'on se réveille un beau jour à Habib Diallo et qu'un acteur décide unilatéralement de fixer des règles à lui? Est-ce que c'est acceptable? Honnêtement, je pense que ce n'est pas acceptable de faire subir un surcoût aux populations. Parce que les populations... Mais entre-temps, les populations avaient quand même payé. Que devient cet argent? Est-ce qu'il y a des sanctions prévues? En tout cas, actuellement, je pense qu'il y a des négociations qui sont en train de se faire entre les opérateurs. Pour restituer l'argent aux usagers? La réponse est non. Je ne dirais pas non ni oui, mais je pense qu'il y a des négociations. Ça peut arriver, ça peut arriver. Tout est possible dans une négociation. Je pense qu'il faut laisser les acteurs négocier entre eux et Inch'Allah, on verra les résultats. Habib Diallo, expert financier à l'Observatoire de la qualité des services financiers du Sénégal, est notre invité ce dimanche sur iRadio. Et nous faisons le tour de la question des fintech, de la monnaie électronique au Sénégal, en partant de cette actualité concernant Wave, qui devient donc établissement de monnaie électronique avec bien évidemment une validation de la BCEAO, le régulateur bancaire, à côté de l'autre régulateur par endroit du secteur qui est la RTP, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. Très rapidement, Habib Diallo, à côté de ces nouveaux commissionnement, nouveau prix fixé par les prestataires de transfert d'argent au Sénégal, il y a cette autre actualité liée à Orange Money qui a décidé de limiter en quelque sorte la géographie des envois d'argent. Ce qu'on a appelé zoning ou zonage, autrement dit, on ne peut plus envoyer au-delà d'un certain rayon sans que ça soit accompagné de surcoûts. Est-ce qu'on peut expliquer à l'usager qui nous écoute d'abord qu'est-ce que cela veut dire, de quoi cela retourne autrement dit? Je pense honnêtement qu'il y a une réglementation qui est en vigueur et qui a été mise par la Banque centrale
Aujourd'hui, la Banque centrale est là pour réglementer les établissements d'émetteurs en monnaie électronique. À cela s'ajoute également la CDP, la Commission des données personnelles, qui aujourd'hui répond à toutes ces problématiques que vous posez. Et je pense que la CDP travaille en étroite collaboration avec l'Observatoire et les acteurs pour vraiment protéger aujourd'hui les usagers des services financiers, non seulement sur leurs données personnelles, mais également il y a un consentement du client qui est vraiment pris en compte. Pris ou requis? Quel est le bon terme? Qui est requis et pris. Les deux. Je pense que le consentement du client est requis et c'est une obligation, une condition sine qua non. Et je pense que si vous vous rapprochez de la Commission des données personnelles, ils pourront vous montrer les réglementations et vous parler également de leur étroite collaboration avec les acteurs aujourd'hui. Donc pour rassurer vraiment les populations, il y a vraiment une protection des données personnelles qui est là, une institution qui a été créée pour... Oui, c'est le principe, mais est-ce que la CDP, est-ce qu'elle est au courant? La CDP fait bien son travail, monsieur. La CDP... elle est au courant de tout ce qui se passe sur le marché. Je pense qu'aujourd'hui, pour un acteur comme Orange ou Free ou n'importe quel acteur, du moment que ces services financiers numériques touchent les données personnelles, je pense qu'avant que son produit soit lancé ou soit mis sur le marché, il y a une consultation qui est faite avec la Commission. En amont? En amont et en aval. C'est un travail continu. Elle est faite en amont, dans le processus en aval. Il y a des surveillances, des contrôles, des reportings qui sont faits par la Commission des données personnelles. Et vous êtes souvent saisi côté données personnelles, par exemple, sur le zoning ou le zonage? Nous ne sommes pas très saisis en tant qu'observatoire de la qualité des services financiers sur des clients qui ont des problèmes de données. Et on ne vous remonte pas de complaintes? On nous remonte des complaintes, mais les complaintes ne sont pas des complaintes relatives aux données personnelles, mais nous avons des complaintes sur le dispositif de médiation financière relativement aux émetteurs de monnaie électronique ou quelqu'un qui a un contentieux avec sa banque ou son assurance, que ce soit une personne physique ou une personne morale. Et nous avons un dispositif de médiation, un médiateur pour les banques qui est indépendant, un médiateur pour les assurances. Et je pense que ces médiateurs sont là pour accompagner les populations. Nous avons un numéro vert qui a été mis en place. Nous avons un site web. Et bientôt, nous avons un projet de digital qui s'appelle Satis, qui sera là pour vraiment digitaliser ce processus de médiation pour que ceux qui ne sont pas instruits, ceux qui ne savent pas lire et écrire puissent accéder à ces dispositifs de médiation financière. Tout à fait, on y reviendra, Bib Diallo, et ça nous renvoie d'ailleurs à l'éternelle problématique de l'éducation, notamment financière, comme on parle de fintech et de monnaie électronique aujourd'hui, sauf que parfois les enjeux peuvent être très très subtils. Est-ce que l'usager final peut être conscient que quelque part on met à mal ces données personnelles? Alors, pour vous faire un rappel, dans la stratégie régionale d'inclusion financière de la Banque centrale, l'Observatoire est l'organisme de mise en œuvre au Sénégal du programme national d'éducation financière que nous sommes en train d'élaborer. Mais en attendant cette élaboration, nous sommes en train de faire des réunions publiques d'information. Nous allons vers les populations pour pouvoir les sensibiliser. Nous avons fait plusieurs missions, que ce soit à travers des différentes cibles. Donc nous avons commencé par des écoles de commerce. Aujourd'hui, ensuite nous sommes allés vers des populations non instruites. Nous sommes allés vers des communautés. Donc il y a tout un travail de sensibilisation qui est fait, d'éclairage. Et qu'on peut mesurer comment? Comment est-ce qu'on peut mesurer ce travail? Parce que vous êtes payé pour ça en tant qu'observatoire. Comment nous pouvons le mesurer aujourd'hui quand vous regardez le taux? Je parle de l'impact, oui. Oui, quand on parle d'impact aujourd'hui, l'impact des démarches, en tout cas des initiatives que l'Observatoire est en train de faire autour de l'éducation financière. Si je prends l'exemple des écoles de commerce, lorsque nous faisons des RPI, nous invitons l'ensemble des acteurs qui sont en train de sensibiliser les jeunes sur les... Oui, mais vous n'êtes pas les seuls à intervenir sur ces segments. Est-ce que c'est trop gentil de vouloir vous approprier un peu ce succès, sachant qu'il y a eu, par exemple, l'implication d'autres acteurs, forcément? Nous nous réjouissons parce qu'aujourd'hui, c'est une démarche inclusive. On ne fait jamais un travail. Oui, mais je parle un peu de l'impact de votre travail pour lequel vous êtes payé en tant qu'observatoire au bénéfice des Sénégalais. L'impact qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'au sein de l'Observatoire, dans notre conseil d'orientation, nous travaillons avec les associations de consommateurs. Les associations de consommateurs nous font beaucoup de remontées positives. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui étaient exclus du système financier, qui sont dans le système financier. Ça a un impact positif. Nous voyons que les complaintes diminuent.
Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'impact qu'on a sur les populations, c'est qu'il y a moins de problématiques qui existent de jour en jour. Il y a une meilleure connaissance des produits et services financiers. Il y a aujourd'hui, en termes d'impact, vraiment beaucoup de sollicitations de nouveaux produits, de nouvelles demandes de la part des populations. Et toutes ces initiatives et toutes ces remontées montrent vraiment qu'il y a un impact positif, que ce soit pour les étudiants, que ce soit pour les couches vulnérables, que ce soit pour tout l'écosystème. Habib Diallo, qui n'est pas Abdou Diallo de l'équipe nationale de foot du Sénégal, est notre invité ce dimanche sur iRadio. Habib Diallo est donc de l'Observatoire de la qualité des services financiers sur lequel d'ailleurs nous reviendrons dans la seconde partie. Une pause de 25 minutes, le temps de suivre les informations de ce dernier dimanche du mois d'avril et l'on se retrouve juste après. Tech, Ousmane Gueye sur iRadio. Trader financier de formation avec des expériences diverses dans plusieurs institutions et établissements dont la CBAO, CGF Bourse, le cabinet KPMG. Habib Diallo est notre invité ce dimanche sur iRadio. Habib Diallo, responsable à l'Observatoire de la qualité des services financiers. J'aimerais bien, Habib Diallo, pour cette seconde partie, qu'on consacre encore quelques minutes ou quelques secondes à l'éducation financière au Sénégal. Actuellement, vous en êtes où en termes d'acquis? Qu'est-ce qu'on peut dresser comme bilan très rapidement? Très rapidement comme bilan, je vais d'abord vous parler des initiatives et vous dire l'état d'avancée du projet. Aujourd'hui, en termes d'initiatives, nous avons signé des conventions, notamment avec la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour pouvoir former des porteurs de projets sur comment faire un business plan, comment faire de la comptabilité, comment gérer sa trésorerie. Nous avons signé également... Là, vous ne sortez pas de vos missions? Nous ne sortons pas de notre mission parce que notre mission, c'est de former, c'est de sensibiliser, c'est de protéger. Donc, quand on parle d'éducation financière, si aujourd'hui un organisme de l'État finance des personnes qui ont de l'argent et qui n'ont pas d'éducation financière, je pense qu'ils n'atteindront pas leur objectif. Raison pour laquelle nous avons également une convention avec le PSE Jeunes, qui est le PSE pour les jeunes, notamment pour pouvoir encadrer aussi les porteurs de projets. Nous avons également une convention avec Promise pour pouvoir former des gens qui vont être formés, qui vont être financés à travers la finance islamique. Et nous déroulons beaucoup de réunions publiques d'information sur l'étendue du territoire national. Donc nous ne sommes pas que sur Dakar. Nous le faisons sur l'ensemble du territoire national pour différents types de cibles. Oui, et qu'est-ce qui ressort de ces différentes sessions de formation? Autrement dit, quand on va à la rencontre des Sénégalais sur le terrain, de quoi ont-ils réellement besoin en termes d'éducation financière? Les premiers besoins des populations, les populations ont vraiment besoin de comprendre quels sont les produits, quels sont les services. Ils ont besoin qu'on réadapte les produits et services par rapport à la réalité, parce qu'on observe vraiment une tendance sur le marché où beaucoup d'usagers ont besoin d'adaptation entre l'offre et la demande. Et je pense que les acteurs sont en train de faire des efforts là-dessus. Ça, c'est le premier constat. Le premier constat, il y a aussi une compréhension assez rapide du monde rural, contrairement à ce que les gens pensent, mais c'est des gens très avertis, c'est des gens aujourd'hui qui comprennent très bien. Tout dépend du processus de la formation, tout dépend. Il faut avoir la capacité, je pense, de s'adapter à sa cible, de parler la langue nationale, parce que c'est pas tout le monde qui parle le français. Et l'impact que l'on voit, ça veut dire qu'aujourd'hui, une fois que les populations comprennent, on leur voit ouvrir des comptes, on leur voit utiliser les services financiers numériques, on leur voit faire des remontées, on les voit appeler l'Observatoire de la qualité des services financiers. Et ça nous montre vraiment qu'aujourd'hui les populations veulent vraiment
de l'éducation financière. Aujourd'hui, on a vu de l'expérience des écoles de commerce, des jeunes qui sont allés sensibiliser leurs parents sur des produits tels que l'épargne pour pouvoir financer leurs études supérieures. Mais on voit toujours, Habib Diallo, que la langue reste un obstacle. Par exemple, dernièrement, lors d'un panel sur le nanocrédit digitalisé aujourd'hui, quelqu'un disait, mais pourquoi ne pas traduire, par exemple, en Wolof, en Pulaar, en Serer, en Diola, en Bambara, les conditions d'utilisation, parce que souvent, comme sur Google, quand on ouvre un compte Gmail, c'est de très très longues pages, des pages interminables, de choses que l'on ne comprend pas parfois quand on n'est pas très averti. Dans cette fluidité de la transmission de l'information, en tout cas dans le programme d'éducation financière, il y a vraiment un projet digital qui va précisément répondre à cette préoccupation. Mais dès à présent, nous, dans l'ensemble des réunions publiques d'information, les sessions qu'on est en train de faire, nous faisons directement la traduction lorsque l'on forme les populations, que ce soit en Wolof, que ce soit en Diola. Cette année, ça a été en Diola lorsqu'ils ont fait une tournée dans le sud pour sensibiliser sur la médiation financière. Je parle des plateformes de monnaie électronique, par exemple. Quand on accède à une plateforme, on pourrait même se perdre entre les interminables dièses, comme on dit, le code USSD. Je parle un peu de ça. En tout cas, nous encourageons les acteurs à pouvoir diversifier leur offre de produits et de services en intégrant les langues nationales. Et je pense qu'aujourd'hui, les opérateurs, cela fait partie des recommandations que l'Observatoire a émises. Et je pense que les opérateurs ont pris ça en charge et que je pense que dans le futur, on verra ça surgir. Parlant d'ailleurs ou reparlant des opérateurs de monnaie électronique, comment encourager effectivement les autres services, le nanocrédit par exemple, comment encourager l'épargne, parce que pour la plupart, on est resté un peu au siècle dernier, du temps où Wari démarrait avec le paiement électronique des factures. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas évoluer? Je pense qu'aujourd'hui, l'évolution arrive et je pense qu'elle est déjà là, notamment pour le nanocrédit. On verra bientôt le micro-épargne. Les acteurs, en tout cas, ont fait ces lancements d'innovation il y a de cela 2 semaines et bientôt les populations pourront utiliser ces services financiers. Concernant l'épargne, je pense que ces produits-là aussi suivront. Donc, il faudra juste être patient. Et je pense que ce soit la micro-épargne, le nanocrédit et d'autres produits, la micro-assurance, parce qu'il n'y a pas des réflexes d'avoir une assurance. Et je pense que ça aussi, ça permettra d'avoir une inclusion assurantielle. Tous ces nouveaux mots, toutes ces nouvelles initiatives sont en cours. Et je pense que les populations seront très très satisfaites. Et quelle est l'importance d'une épargne digitalisée sur son calpe électronique par exemple? À quoi ça sert? Aujourd'hui, la Banque centrale est en train de travailler sur un projet d'interopérabilité. Je vais donner un exemple simple. Aujourd'hui, si j'ai un wallet... Mais qui prend énormément de temps. Ça prend du temps parce que la Banque centrale, il faut comprendre que ce sont des procédures à respecter et la Banque centrale, c'est pas le Sénégal. Et d'autres pays l'ont réussi. Cette interopérabilité. D'autres pays l'ont réussi, sauf que la Banque centrale, c'est 8 pays. Et les réalités dans les 8 pays sont différentes. Donc ça prend du temps, mais c'est utile. Le temps, je pense que c'est un temps à prendre, honnêtement, parce que c'est une décision que l'on prend pour les 8 pays de l'UEMOA et chaque pays a ses spécificités. Et je pense que les travaux suivent leur cours. Et pour revenir à ce que vous étiez en train de dire sur le nanocrédit, sur le micro-épargne, c'est des initiatives qui sont là, que les populations peuvent utiliser. Oui, et le nanocrédit, il y a un dernier point peut-être qu'on pourrait aborder là-dessus, ce sont les taux d'intérêt. Ça a créé un peu le débat dans l'écosystème. Beaucoup ont estimé qu'on pouvait faire mieux. Si je ne me trompe, le taux est à 7%. Est-ce qu'on ne devrait pas faire moins que cela, sachant que ici, tout est digitalisé en réalité. Ici, tout est digitalisé. Peut-être que ça permet de faire certaines économies dès lors que c'est numérique. Le numérique et le digital permettent de faire des économies d'échelle. Mais tout à l'heure, vous m'avez posé une question très importante. Quel est l'apport comment marche le mécanisme de la micro-épargne? Ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'on peut avoir de l'argent sur son wallet et à partir de son wallet, économiser rapidement de l'argent, une épargne, que ce soit 200 francs, 300 francs X sur son portefeuille, que ce soit un portefeuille de monnaie électronique ou à la banque. Ça, c'était l'innovation qui va arriver sur le marché et qui est déjà là. La deuxième question, c'était
La deuxième question, c'est par rapport au taux d'intérêt. Voilà, aujourd'hui, le président de la République a vraiment émis une instruction et vraiment, c'est de voir les taux d'intérêt baisser. Il y a plusieurs initiatives de la part de l'État qui sont en train d'être prises pour baisser les taux d'intérêt, tels que le FONGIP aujourd'hui, qui est un organisme de garantie qui essaie de bonifier les taux d'intérêt pour essayer de les réduire à la baisse. Il y a le nanocrédit aujourd'hui qui est là. Auparavant, l'offre qu'on avait, que ce soit des banques ou des microfinances, c'était des taux pour les banques maximum 15%, des microfinances 24%. Aujourd'hui, on voit avec le nanocrédit 7%. Donc, ce sont des initiatives. Je pense que c'est un impact positif. Aujourd'hui, les taux ont déjà baissé, parce que si on quitte 15%, on est à 7%, vous avez dit. Je pense que c'est quelque chose à encourager, et je pense que le chemin suit son cours. Les années à venir, nous verrons de plus en plus les taux d'intérêt baisser. En tout cas, c'est un souhait. L'Observatoire y travaille avec tous les acteurs. Il y a plusieurs initiatives qui sont là. Il y a des mécanismes de financement nouveaux que l'on observe aussi, que ce soit des cofinancements, que ce soit par des business angels, que ce soit par d'autres acteurs, d'autres investisseurs. Un élargissement en tout cas du portefeuille des investisseurs qui va vraiment permettre de baisser les taux d'intérêt, et d'initiatives aussi qui sont prises par l'État et plusieurs acteurs. Je pense qu'à terme, nous verrons, en tout cas, nous le souhaitons, voir les taux d'intérêt baisser. Les nanocrédits déjà est une illustration de la baisse des taux d'intérêt. Je pense que c'est quelque chose à encourager, et puis au fil des années, je pense que ce serait vraiment une réalité. Désolé un peu pour la moto qui passait. Et qu'en est-il un peu des tontines digitalisées? J'ai l'impression qu'on en parle rarement, alors que c'est une invention, entre guillemets, peut-être qui mériterait d'être suivie, qui mériterait une certaine attention de la part des acteurs. En réalité, les tontines, c'est une bonne initiative, et c'est une culture dans laquelle aujourd'hui les Sénégalais ont grandi à travers nos mamans et nos grands-mères. Mais il faut comprendre également que cette digitalisation de la tontine est faite par les sociétés de fintech. Et il n'existe pas encore de réglementation pour les fintech. Raison pour laquelle aujourd'hui, seuls les... Et parfois, c'est fait même par de simples particuliers. Exactement. Quelquefois, c'est fait par de simples particuliers. Quelquefois, c'est fait par des sociétés de fintech. Mais il faut savoir que c'est pas réglementé. Et ce qui n'est pas réglementé, je pense qu'aujourd'hui, nous devrons encourager en tout cas cette réglementation-là. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de levées de fonds, beaucoup d'appels à capital qui sont faits par des sociétés. Je pense que la Banque centrale actuellement a monté un comité de fintech qui est en train de travailler dessus pour pouvoir mettre en place une réglementation. Mais je pense que c'est des choses à encourager en tout cas, parce que ce sont des mécanismes de financement innovants et qui encouragent l'inclusion financière et qui permettent aujourd'hui à un porteur de projet d'avoir des levées de fonds à des taux d'intérêt peut-être plus attractifs. Je pense qu'aujourd'hui nous devons être patients et encourager en tout cas la Banque centrale à mettre en place cette réglementation des fintech, et je pense qu'à partir de là, beaucoup d'initiatives, en tout cas des tontines digitalisées seront disponibles, en tout cas pour beaucoup plus de masse, parce que jusqu'à présent ce qu'on observe c'est juste quelques franges de la population qui ont accès à cela. C'est la raison pour laquelle je vous dis que c'est pas réglementé, mais une fois que ce sera réglementé, je pense que ce sera une opportunité pour l'écosystème. Quand on observe aujourd'hui au Sénégal ou partout dans le monde, la technologie va toujours beaucoup plus vite que la réglementation, mais la réglementation finit toujours par s'adapter. Donc pour moi, il faut juste être patient et encourager tous ces acteurs, mais surtout les réglementer, parce que partout où il y a des gens qui font du bien, on trouve toujours des gens qui font quelque chose qui est pas encourageable. Donc je pense qu'une fois que la réglementation sera là... Vous avez un rôle d'alerte là-dessus? Nous n'avons pas un rôle d'alerte, parce que je pense que la Banque centrale a eu l'initiative de rassembler déjà les fintechs, et je pense qu'elle a aujourd'hui monté un comité où elle a invité les acteurs pluridisciplinaires, et ils sont en train de travailler là-dessus. Donc nous les encourageons en tout cas à mettre en place cette réglementation qui sera profitable pour la population. L'autre point de ce numéro avec Habib Diallo, expert à l'Observatoire de la qualité des services financiers, lui-même expert financier, c'est bien sûr cette actualité liée un peu à la cessation d'activité de Yup, qui est un produit de la Société Générale. Est-ce que ce nouveau développement là aussi à ce niveau, est-ce un signal pour l'écosystème en termes peut-être de ce qui marche ou de ce qui ne marcherait pas? Ce que je peux vous dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont des acteurs qui ont une capacité de proposer des services financiers à tout moment.
Et je pense que c'est des choses à encourager. C'est un marché libre, c'est un marché de la concurrence. Nous, en tout cas, Observatoire, nous encourageons l'ensemble des acteurs. Je ne vais pas faire seulement une référence. Oui, mais la question, c'est Yup qui constate son échec. Comment est-ce qu'on peut le comprendre? Est-ce qu'il y a un enseignement à tirer là-dessus concernant l'écosystème des fintech de la monnaie électronique? Je pense que Yup, c'est un produit de mobile banking qui est adossé à la Société Générale. Donc, il faudrait demander à la Société Générale qu'est-ce qui a amené leur échec. Je pense qu'ils sont en train de travailler là-dessus. Ça, nous, en tout cas, nous encourageons toutes les initiatives. Aujourd'hui, c'est pas... Oui, mais encourager les initiatives, c'est également comprendre l'échec d'autres initiatives afin d'en tirer des leçons. C'est ce qu'on appelle de l'anticipation, c'est ce qu'on appelle de la prospective. Nous faisons la prospective, nous faisons l'anticipation. Aujourd'hui, que ce soit Yup... les échecs, ça vous intéresse pas? Non, ça c'est vous qui le dites. Les échecs. Non, c'est une question que je pose. Ça nous intéresse parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il existe de l'échec. En tout cas, pour ma part, pour moi, chaque entre guillemets, échec, c'est quelque chose de nouveau que l'on apprend et qui permet... Parole d'entrepreneur. Pas certainement seulement parole d'entrepreneur, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, que ce soit un entrepreneur, que ce soit quelqu'un qui est dans n'importe quel secteur d'activité, l'échec est quelque chose qui motive et qui permet à tout le monde de se relever. Et notamment aujourd'hui, que ce soit Yup, que ce soit un autre organisme, les entre guillemets échecs leur permettront d'innover. Et c'est des choses que nous encourageons. Au-delà de l'inclusion financière, l'inclusion numérique globalement, comment vous travaillez? J'imagine bien que vous devez peut-être avoir une certaine collaboration, notamment avec les opérateurs, parce que quand on parle de services financiers digitaux, c'est qu'il y a du réseau quelque part. Nous travaillons avec l'ensemble des acteurs du marché qui vraiment accompagnent l'inclusion financière. Et quand je parle d'inclusion financière, c'est essentiellement aujourd'hui les sociétés, les opérateurs de services numériques qui ont impulsé le marché de l'inclusion financière numérique. Donc nous travaillons avec l'ensemble des acteurs, nous émettons des recommandations pourvu d'accomplir notre mission. C'est ce que je peux dire. Avec des rapports, des études? Exactement. L'Observatoire, dans ses activités, fait des études de satisfaction sur l'ensemble des services financiers, que ce soit les banques, les assurances, les microfinances, les services financiers numériques. Récemment, en 2019, nous avons fait une étude que je partagerai avec vous sur les services financiers numériques, notamment le mobile money et le mobile banking. Et qui dit quoi, l'étude? L'étude, en tout cas, a vraiment montré qu'aujourd'hui, les services financiers numériques sont une solution et une innovation qui a permis d'inclure financièrement beaucoup de gens qui étaient exclus du système financier. Et ces gens aujourd'hui qui sont inclus ont d'autres besoins. Et les exclus, c'est qui? Les anciens exclus, disons? Les anciens exclus, quand on remarque, c'était plutôt le monde rural, parce qu'aujourd'hui, le positionnement de certains acteurs n'allait pas dans les couches vulnérables, dans le fin fond du pays. Aujourd'hui, cette innovation technologique a permis aujourd'hui d'intégrer tous ces gens-là dans le système financier. Il faut comprendre que l'inclusion, quand on parle de quelqu'un qui est inclus financièrement, c'est quelqu'un qui a fait au moins 3 transactions. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons observé à travers cette étude que le monde rural, en tout cas, est inclus aujourd'hui financièrement. Ils utilisent tous les jours les services financiers numériques et c'est quelque chose à encourager. Par rapport à ça, il y a également les arnaques ou la série d'arnaques. Certes, les opérateurs alertent et font des communications un peu dans ce sens, mais qu'est-ce qu'on peut attendre d'un acteur comme l'Observatoire sur ce terrain de l'arnaque? Sur le terrain de l'arnaque, l'Observatoire a, dans la mission d'éducation financière, fait beaucoup de sensibilisation. Les sensibilisations et les réunions publiques d'information sont des activités que nous menons tous les jours depuis 2009 pour pouvoir sensibiliser les gens. Notamment, actuellement, il y a beaucoup de remontées par rapport à des arnaques qui sont faites. Nous sensibilisons les populations tous les jours à travers notre site internet, à travers des interviews, à travers nos déplacements dans les régions pour pouvoir les sensibiliser. Et dans cette sensibilisation, nous le faisons avec les acteurs, parce que les acteurs aujourd'hui ont l'opportunité d'apporter une expertise technique pour pouvoir aussi éviter ces arnaques-là. Donc c'est dans une démarche inclusive, l'Observatoire, les acteurs, les associations de consommateurs, nous faisons cette sensibilisation-là tous ensemble pour pouvoir atténuer au maximum les arnaques. Habib Diallo, expert à l'Observatoire de la qualité des services financiers du Sénégal, est notre invité ce dimanche sur iRadio. J'aimerais bien tout de même, Habib, que l'on revienne un peu sur
sur l'obstacle de la langue. Comment est-ce que sur les plateformes de transfert d'argent, on peut inclure quand même certaines langues pour ouvrir davantage? Je pense que cela renvoie également à la question sur l'état d'avancée de notre projet. Le projet du Programme national d'éducation financière va intégrer cet aspect digital, de pouvoir traduire beaucoup de services financiers qui auparavant étaient en français, mais vraiment utiliser des mécanismes comme WhatsApp aujourd'hui pour pouvoir faire une réclamation, une complainte, utiliser des séries 3D ou des dessins animés pour pouvoir faire comprendre à ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école comment utiliser ces services financiers, comment utiliser les arnaques en différentes langues. Donc pour le moment, dans le sillage de ce programme-là, nous sommes en train de l'élaborer, nous avons monté des commissions et il y a surtout une innovation qui existe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'éducation financière, nous aimerons que ça soit vraiment promulgué dans les écoles dès le bas âge à partir de vraiment l'élémentaire. Et ensuite crescendo disponible vraiment en masse, que ce soit pour les gens qui ne sont pas allés à l'école, mais vraiment il y a vraiment une recommandation en tout cas que ce soit inscrit dès le bas âge. Je pense qu'au Sénégal on manque beaucoup d'éducation, que ce soit l'éducation financière, l'éducation sanitaire, et je pense que c'est des choses qui auparavant n'étaient pas prises en compte, mais en tout cas dans le programme d'éducation financière il y a vraiment des commissions qui travaillent sur le choix des thématiques, il y a des commissions qui sont en train de travailler sur la communication, mais surtout l'insérer dans les curricula. Qu'en est-il un peu du traitement en temps réel des demandes, des réclamations comme on dit, parce qu'il nous revient souvent comme constat que ce n'est pas très évident, très facile de ce point de vue. En tout cas, l'Observatoire de la qualité des services financiers a mis en place ce dispositif de médiation financière. Il y a un numéro vert qui est gratuit et disponible, donc toute personne et toute entreprise qui a une complainte peut appeler le numéro vert. Il y a 2 médiateurs qui sont là, qui sont un médiateur des banques et des assurances. Et à cela, on peut le donner là à l'antenne comme c'est disons pour les Sénégalais? Oui, pour les Sénégalais, nous pourrons donner tout de suite le numéro vert qui permet à tous usagers des services financiers numériques de pouvoir remonter ces complaintes. C'est traité en temps réel ou est-ce qu'il faut attendre des semaines, des jours, des heures? C'est traité en temps réel et il y a un deadline de 2 mois. À cela s'ajoute une nouvelle... Wow. Un deadline. Donc une fois qu'on reçoit votre dossier, il y a un deadline de 2 mois pour pouvoir résoudre votre problématique. À cela s'ajoute une nouvelle innovation. Parce qu'on a parlé du digital. Auparavant, le processus de médiation était fait de manière physique. Il y a un projet de dématérialisation de cette médiation. Le projet s'appelle Satis. Donc aujourd'hui, Satis, vous avez la version pilote qui est en train d'être testée. À partir de votre téléphone portable, vous pourrez télécharger l'application qui est déjà disponible, Satis, sur votre Android. Qui permet de remonter un peu des complaintes, par exemple? Pour vous expliquer comment a été configurée cette plateforme intègre l'ensemble des banques, l'ensemble des microfinances et les 4 émetteurs de monnaie électronique. Aujourd'hui, n'importe quel usager dans un futur proche pourra rentrer dans le site de Satis, émettre sa complainte, et sa complainte, nous l'Observatoire, nous allons la prendre en charge. Nous avons des médiateurs qui travaillent avec des experts financiers et des experts juridiques pour pouvoir prendre en charge sa réclamation et faire cette médiation financière. Mais est-ce que, à force de prendre un peu les complaintes de haut, je dis bien de haut entre guillemets, est-ce que finalement ça permet un peu la réactivité? Vous avez parlé d'un délai maximal, j'ai bien compris, maximal de 2 mois, mais imaginez par exemple que l'argent pour la dépense quotidienne de quelqu'un soit bloqué quelque part sur un serveur et que cette personne soit amenée à attendre 2 mois pour qu'on lui règle cette situation. Je pense que la question que vous avez posée et l'exemple que vous avez pris, c'est vraiment le maximum, mais il y a aussi le minimum. Quelquefois, ce sont des débits. Oui, mais il faut penser au maximum aussi. On pense au maximum, tout a été pris en compte. Je pense que dans la réalité, l'ensemble, en tout cas, des problématiques
qu'on a reçus depuis lors n'ont pas excédé 2 mois. Parce que le travail est bien fait. Quelquefois, c'est des problématiques qui sont réglées en 1 jour, quelquefois en 2 jours. Et je pense que le numéro vert... Même en 1 jour, vous ne pensez pas que c'est quand même de trop? Je pense que tout dépend de la réactivité aujourd'hui de l'usager. Si aujourd'hui l'usager appelle le numéro vert, qui je rappelle est 800, le chiffre 800, 880, je répète 880. Dès lors que vous allez appeler le numéro vert, votre requête est prise en charge tout de suite et directement le dossier est transmis à la médiation et je pense que dans les plus brefs délais, votre problème sera réglé. Quelquefois, ce que l'on observe, l'usager lui-même a tort mais ne le sait pas. Donc la médiation, c'est quelque chose d'important. Mais vous éduquez, c'est votre rôle. C'est ce que nous faisons continuellement, c'est ce que nous faisons depuis 2009, ça n'a pas commencé aujourd'hui et aujourd'hui le programme d'éducation financière, je pense que ce sera une innovation. L'innovation qu'il y a dans ce programme d'éducation financière est différente de l'ancienne parce qu'avant nous avons le programme d'éducation financière qui était destiné juste aux PME. Dans cette nouvelle innovation, la cible est vraiment une cible de masse, c'est toute la population. Habib Diallo, merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir été notre invité ce dernier dimanche du mois d'avril sur iRadio. Habib Diallo est expert financier, trader financier de formation avec plusieurs expériences, avec des expériences notamment à la CBAO, à CGF Bourse aujourd'hui. Il travaille pour l'Observatoire de la qualité des services financiers depuis 2019 avec un focus sur la finance digitale et le marché financier. C'était d'ailleurs les principaux points de ce numéro. Merci encore une fois d'avoir été au rendez-vous ce dimanche sur votre radio. Excellent dimanche et excellente semaine.